Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, vous le savez, avec des experts ou des personnalités, nous explorons l'actualité internationale, africaine, nationale via un prisme du Sud à travers un regard alternatif du continent. La méditerranisation de la pensée. Un néologisme? Une vue de l'esprit? Non, peut-être une véritable alternative en devenir, justement sur la manière de penser l'espace méditerranéen. C'est en tout cas l'esprit d'un brainstorming fondateur à l'Académie royale du Maroc ce 18 décembre, intitulé Correspondance méditerranéenne, le sens de l'histoire. Son projet, comme l'ont annoncé ses auteurs, c'est d'associer des voix de l'Afrique, de l'Europe et du Proche-Orient dans une perspective tournée vers l'harmonie, l'écoute mutuelle et la réinvention du lien culturel mondial. Avec cet événement, l'Académie royale du Maroc a voulu aussi rendre hommage à l'historien et penseur Mohamed Harkoun, cet érudit disparu en 2010 et qui est l'un des rares à croire à la force civilisatrice de la pensée, rappelle ainsi le secrétaire perpétuel de l'Académie, Abdeljalil Lajamri, qui ajoute que l'œuvre de Mohamed Harkoun nous invite à reméditerranéiser le monde. Voilà qui donne le ton de ce brainstorming fondateur à l'Académie royale du Maroc, à l'heure où le monde est meurtri par des guerres, des tensions géopolitiques qui vont crescendo, des replis communautaires aussi. L'idée centrale étant de contourner les logiques de confrontation civilisationnelle. Et pour cause, la Méditerranée est le berceau des trois religions monothéistes et le point de départ de grandes civilisations humaines, rappelle encore le professeur Abdeljalil Lajamri, qui a co-présidé cette rencontre de haut niveau avec monsieur Jean-Noël Chiffano, directeur littéraire des éditions Gallimard. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir monsieur Eugène Ebodé, administrateur de la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie royale du Maroc. Bonjour et bienvenue dans Alternative. Bonjour, merci de recevoir ici celui qui a été auprès de monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, dont vous avez résumé à la fois la pensée et aussi le copilotage amical que lui a apporté le directeur littéraire des éditions Gallimard, monsieur Jean-Noël Chiffano, pour précisément reméditerraniser la pensée. Alors on va aller dans le vif du sujet justement. Quelle était l'ambition de ce brainstorming fondateur sur les correspondances méditerranéennes, le sens de l'histoire à l'Académie du Royaume, donc à l'Académie royale du Maroc, à laquelle vous avez assisté? Eh bien, comme vous l'avez vous-même résumé, monsieur le secrétaire perpétuel, le professeur Abdeljalil Lajamri, a eu un héritage à la fois du Maroc, de son pays, mais aussi des hommes qu'il y a rencontrés. Il se trouve qu'en 1970, il avait terminé ses études et commençait à enseigner. Et il a participé à un colloque à Mohamedia, dans lequel participait le professeur Mohamed Harkoun. Et le professeur Mohamed Harkoun n'était pas tout seul, il y avait Georges Ballandier, il y avait Edgar Morin, il y avait aussi des personnalités, y compris artistiques, parce que autour de lui, il n'y avait pas que des intellectuels classiques. Il y avait aussi une grande chanteuse, Marguerite Taos Amrouche, et cette Marguerite Taos Amrouche a été un peu la protectrice de ce jeune intellectuel qui était à Paris pour achever sa formation et qui est revenu au Maroc pour transmettre ce qu'il avait reçu. Et donc, au cours de ce colloque de Mohamedia, il a reçu plusieurs choses. D'abord de Marguerite Taos Amrouche disant que si la berbérité, le mot berbérité n'est pas prononcé, elle ne participe pas à ce colloque. Donc il y avait là déjà un appel
à un autre imaginaire civilisationnel, à une autre langue. Et la question, vous disiez, pour vous résumer ce qui s'est passé, d'abord l'héritage de Harkoun qui pensait que la pensée n'existe vraiment que si elle appelle d'autres pensées. Et ces autres pensées, quelles sont-elles? Elles peuvent être articulées par la question linguistique parce que à cette question linguistique, il s'agit aussi de pouvoir se connecter à l'autre. Parce que la diversité des langues du monde est un patrimoine, un méga patrimoine universel. Et aujourd'hui, on peut considérer que ce patrimoine n'est pas à opposer entre ceux qui le détiennent, mais plutôt à élargir les espaces et de pensée, de réception, d'imagination. Et c'est cette extension qui était le sujet, à partir, comme vous l'avez dit, d'un socle, celui de la Méditerranée, où la philosophie est née, et Harkoun rappelait qu'elle n'aurait jamais dû déserter cet espace, et on ne peut la revivifier que précisément par des moments forts, des temps forts, où la Méditerranée redevient cette mer qui invente, qui irrigue, qui ouvre les horizons de pensée, les horizons de réception, les horizons sensoriels. Donc à l'Académie du Royaume du Maroc, hier, monsieur le secrétaire perpétuel, entouré de personnalités venues de Grèce, Ersti Sotiropoulos, qui est une écrivaine et une personnalité de la Grèce contemporaine, y participait. Il y avait bien sûr le copilote, M. Jean-Noël Schifano, qui lui est un spécialiste de Naples et qui a créé à Naples, justement on parlait des arts, un moment exceptionnel qui était créateur Vesevo, autour d'une dizaine de plasticiens, de peintres venus de Hollande, de Grèce, de France, bien sûr, d'Italie, etc., pour montrer qu'autour du Vésuve, autour de cette montagne, et autour de cette lave encore brûlante, puisque c'est un volcan en activité, on pouvait multiplier les perceptions de notre réalité, voire partir de quelque chose de brûlant pour en faire une pierre presque philosophale, où on va socler des sculptures et où on va reméditer, repenser le monde. Il y avait aussi autour de cette grande table à laquelle le secrétaire perpétuel a convié du monde, des Marocaines. On va parler avec grand plaisir de toute cette table méditerranéenne, effectivement, tout à l'heure. Avant, j'aimerais reprendre votre expression, ce socle et cette pierre philosophale qui est inscrite dans l'actualité. Aujourd'hui, réactualiser les héritages de la Méditerranée, en fait. J'aimerais que l'on revienne sur ce thème central, cette idée centrale, penser la Méditerranée comme un espace de correspondance sensible et de résonance culturelle plutôt que de confrontation. C'est l'idée, je veux dire, c'est la genèse, j'ai envie de dire, de ce brainstorming fondateur voulu par le professeur Abdeljalil Lajomri et l'écrivain Jean-Noël Schifano. J'aimerais que l'on revienne sur cette idée-là de contourner les logiques de confrontation civilisationnelle aujourd'hui parce qu'elle inscrit vraiment la Méditerranée dans l'actualité. Eh bien, voyez-vous, je parlais de Madame Marguerite Taos-Ambrouche. Il y avait à la table, à cette grande table de la refraternisation du monde, pas seulement de l'espace méditerranéen, c'est un point de départ. Il y avait Pierre Ambrouche, dont le fils de Jean Ambrouche, le grand poète, l'un des fondateurs avec Gaston Gallimard, avec Schloum Berger, avec André Gide de la maison Gallimard, eh bien, il se trouve que la famille Ambrouche a accueilli André Gide pendant la guerre, à Tunis. Vous voyez, c'est l'espace méditerranéen. Et autour de cet accueil, se sont formés des liens
se sont aussi exprimés des idées, ils ont créé des revues, l'Arche, ils ont créé une revue méditerranéenne d'ailleurs, et en 1936, Pierre Ambrouche nous a apporté la première édition de ce journal. Et à l'intérieur, c'était précisément le dépassement des clivages, le dépassement des barrières, le dépassement des frontières. Et d'ailleurs, autour de la table, justement, Hajar Hassel, qui est une romancière de grand talent, qui est déjà venue à l'Académie du Royaume du Maroc et que le secrétaire perpétuel a réinvité. Elle a dit une chose qui était extraordinaire, qu'elle espérait que dans ce Maroc, à la frontière de la Méditerranée et de l'Atlantique, où justement l'Afrique murmure des paroles à l'oreille de l'Europe, à l'oreille de l'Occident. C'est très beau, que ce soit l'occasion, justement, de faire en sorte que l'eau de la sagesse, l'eau de la reviviscence puisse abolir un certain nombre de frontières qui opacifient nos relations. Et du coup, cela replace une vocation presque essentielle du Maroc, celle de facilitateur des conversations. Faciliter la conversation était donc au menu de nos discussions, de nos conversations, de nos propositions. Et voyez-vous, j'évoquais Pierre Ambrouche. Pierre Ambrouche a exposé aussi la vision de son père en citant un des articles qu'il avait écrit dans le journal, dans la revue méditerranéenne, et qui était justement cette capacité à faire en sorte que le dialogue soit fécond. Et ce dialogue fécond passe par, évidemment, la littérature, par la réflexion philosophique, passe aussi par les nourritures terrestres. Ça, c'était un propos, par exemple, d'André Gide. Et passe aussi par les couleurs. Et voyez-vous, Jean-Noël Schifano rappelait que, par exemple, Naples a pour symbole la couleur jaune. Et que la couleur jaune est celle qui permet aux autres de refléter, d'exister, et qui ne les absorbe pas pour les anéantir. Et donc le jaune, on a parlé du jaune, on a parlé aussi des plaisirs de la table, voyez-vous. Et on en a goûté à un certain nombre qui sont des délices qu'offre la gastronomie marocaine. Je ne vais pas tous les citer, mais ils sont connus. Et parmi les choses qui sont sensorielles, vous voyez, évoquer par exemple le jasmin, l'odeur du jasmin, ça nous parle ça parle à la Méditerranée. Ça parle, oui. Ça colore des fleuves sensibles et presque apaisantes notre monde dont vous disiez qu'il était secoué par de nombreuses crises, par des troubles. Et parmi les troubles, autour de la table toujours, Ersi Sotiropoulos a rappelé que nous vivions un retour du tragique. Et ce retour du tragique, c'est par exemple autour de notre belle mer Méditerranée, tous ces bateaux, toutes ces embarcations et tous ces êtres qui sont frappés par le sort et qui deviennent non pas des êtres sous la lumière de la Méditerranée, mais qui sont engloutis sous les flots de l'océan. Et le retour du tragique, c'est de regarder d'une manière, et c'est ce que le secrétaire perpétuel souhaitait aussi, que nous ayons à la fois tout ce qui est du côté de la spiritualité. Ça, c'était aussi un rappel qui a été fait par une représentante qui venait d'Espagne. Elle a rappelé combien la spiritualité issue de la diversité des croyances est remontée comme ça, comme un pylône, comme un axe qui remettait en commun ce que nous avons de puissant et qui nous fait
penser que la puissance de la création interpelle tout le monde et qu'il faut la renforcer. Et comment la renforcer? En faisant en sorte que chacun, dans l'horizon d'où il vient, apporte sa part, sa prière, sa pierre à un édifice qui soit celui de l'harmonie, voyez-vous. Et c'était ça, et vous l'avez très bien résumé d'ailleurs. L'harmonie ne peut venir donc de cette pluralité des convictions et du sens d'une vérité qui est, elle, non négociable. Elle est là. Cette vérité est là et l'histoire est là aussi. C'était dans l'intitulé de ce brainstorming fondateur à l'Académie royale du Maroc. Et le sens de l'histoire a été appréhendé comme mode concret et de représentation et de restitution. J'aimerais que l'on revienne sur cet aspect-là et sur cette méthode et sur ce choix qui a été fait d'aller explorer ce sens de l'histoire, donc utilisé comme mode concret de représentation et de restitution. Qu'est-ce qui a été restitué justement lors de ce brainstorming dans le sens de l'histoire? Alors, le sentiment de l'histoire, ça c'est la contribution de Jean-Noël Schifano qui voulait que l'histoire soit présente et, parce qu'elle fixe des points de repère. Donc, quand on parle de l'histoire de la philosophie, l'histoire de la poésie, il a rappelé par exemple que la Grèce n'est pas loin de l'Italie et que dans ce qu'elle nous a laissé, c'est aussi Homère par exemple. C'est des récits fondateurs. Et le secrétaire perpétuel lui-même retrouvait que le voyage d'Ulysse pouvait aussi être articulé au voyage d'Ibn Battuta. Et vous voyez que du coup... c'est la Méditerranée qui rassemble. Oui, c'est une Méditerranée qui rassemble, qui collecte l'histoire. On sait que Ibn Battuta, avec la Rila, c'est un ensemble de récits issus de ses voyages, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a collecté et qu'il offre comme un présent de lumière pour ceux qui viendraient comme ça goûter aux différentes manifestations de la sensibilité, des appétits, des goûts et du bonheur d'être. Alors, on a aussi parlé de Virgile qui estime que s'il désigne la porte de l'enfer, c'est pour montrer qu'il y a un paradis et que là n'est pas la fin des choses, mais qu'il y a un paradis, une élévation, une continuité. Donc une histoire qui voyage aussi. Et il ne s'agit pas seulement de convoquer, par exemple, les côtés tragiques, puisque les guerres ont eu lieu aussi en Europe, qu'il y a eu des conquêtes, qu'il y a eu des croisades, qu'il y a eu des cassures, des fractures. Il y a eu un certain nombre de phénomènes que l'histoire a pointés. Il y a même eu des cratères qui se sont révoltés et qui ont craché le feu. Et il s'agit maintenant, en revisitant l'histoire, voyez-vous, par exemple, le Maroc, la part historique du Maroc est très intéressante parce que lorsque Sa Majesté le roi Mohamed V est en exil, eh bien, où va-t-il d'abord? Il va en Corse. Et il se trouve qu'une écrivaine corse qui n'a pas pu participer parce qu'elle a eu un problème familial, mais il se trouve que Marie Ferranti a envoyé un mot pour dire sa présence, même si physiquement elle n'était pas là, elle était présente par l'esprit, et le secrétaire perpétuel, comme Jean-Noël Schifano, qui la connaissent très bien, ont rappelé, on a parlé d'un de ces textes, l'obèse, dans celui qui enfle. Et ici, il ne s'agissait pas d'être dans l'enflure. Il s'agissait donc de rappeler que l'histoire, par exemple, du Maroc, passait aussi par la Corse. Et Marie Ferranti a bien indiqué qu'elle aimerait
que les itinérances, cette réflexion qui commence, puissent être accueillies en Corse. Parce qu'on revisiterait du coup aussi l'histoire des malheurs européens, des malheurs des peuples, et cette Corse qui avait reçu en hospitalité, malgré lui, Sa Majesté le roi Mohamed V, elle aussi avait dans sa propre mémoire, dans son histoire, l'exil de Paoli, de Joseph Paoli, de Pascal Paoli, de l'une de ses figures emblématiques, qui est allé en exil à Naples. Vous voyez? Et là, on est dans une histoire presque imbriquée, dans des histoires pas qui se tournent le dos, mais qui nécessitent qu'en les remettant sur la table, on se dise qu'il s'est passé un certain nombre de choses qui nous concernent, qui nous mettent ensemble pour que nous puissions les dépasser et aller vers d'autres horizons d'enchantement. Il s'agit aussi de refonder les relations culturelles autour de la Méditerranée à travers notamment, et pas seulement, mais la valorisation du patrimoine africain aussi. Alors, en qualité d'administrateur de la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie, comment se présente cet aspect-là en particulier ? Voyez-vous, l'Académie a plusieurs chaires, la chaire des littératures et des arts africains que j'ai le plaisir, par la volonté de Monsieur le secrétaire perpétuel, de pouvoir justement faire en sorte que la pluridisciplinarité soit à l'ordre du jour et que le décloisonnement participe de l'effort justement de diffusion des connaissances, diffusion des mentalités et de propositions qui nous sortent des frontières, y compris académiques. Il y a la chaire d'Andalousie qui, là, reconvoque le sentiment de l'histoire avec les relations entre le Maroc et l'Espagne à travers l'Andalousie et au-delà. On a bien sûr débordé. Et vous avez la chaire des littératures comparées dont l'administrateur était présent et qui a souhaité justement que les arts multiples soient l'une des colonnes vertébrales de cette méditerranisation de la pensée. Et pour être encore plus concret, l'Académie du Royaume du Maroc va ouvrir un certain nombre d'espaces aux Oudaya, à Rabat. Et dans ces espaces, il y aura une vocation de résidence artistique, une vocation de masterclass pour la pluridisciplinarité, où il y aurait par exemple le oud, le qanun, avec la kora, pour fusionner les harmonies, au lieu de les maintenir cloisonnées les unes après les autres, les unes aux autres. Et dans cet espace, précisément des Oudaya, l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit un forum ou agora, vous voyez, et le secrétaire perpétuel voulait d'ailleurs que la traduction, la multiplicité, que les langues, je vous parlais de la langue berbère, mais que la multiplicité des langues, la langue arabe, la langue wolof, les langues africaines, mais aussi les langues européennes, le grec, le latin, le napolitain, puissent participer de cette Babel. De cette Babel. Babel. Qu'il y ait l'espagnol, Je vais vous poser une dernière question, Eugène Ebosé, qui est très importante et qui devient une tradition dans cette émission, puisqu'on arrive à la fin. Déjà ? Oui, effectivement. Le sentiment de l'histoire, c'est la conscience que notre identité culturelle procède d'accumulations successives, de sédimentation, de gestes, de croyances. Vous en parliez à l'instant, de langue aussi, de savoir, dont nous sommes aujourd'hui les interprètes. Des phrases que j'ai empruntées à M. Jean-Noël Schifano, qui parle d'une manière d'habiter le temps. Alors, lors de ce brainstorming, et cela a été dit en tant que tel,
La culture est considérée comme un moteur des relations internationales. La méditerranisation de la pensée ou la pensée méditerranéenne à travers ce prisme donc interculturel pourrait-elle, selon vous, devenir à part entière une discipline, une alternative en matière de relations internationales? Est-ce que ça pourrait être une alternative, une nouvelle discipline dans le domaine des relations internationales? Oui, parce que le monde est en crise et on voit bien qu'il y a des barrières, des cloisons qui repoussent. Et comment faire en sorte que la pluridisciplinarité soit à l'ordre du jour? En gros, que la conversation diversifiée. Et donc, on peut revenir à Harkoun qui mettait donc l'éducation comme l'une des passerelles les plus puissantes pour que justement la connaissance circule, que les esprits soient ouverts et convenablement alimentés. Et Harkoun lui-même proposait que la Méditerranée redevienne cette mer qui a vu naître la philosophie et que la philosophie n'aurait jamais dû quitter. Il appelait à la création du tronc commun éducatif. Donc c'est oui. Entre les peuples et que la Méditerranée soit le socle des dialogues. Et ce socle des dialogues, c'est celui que Monsieur le secrétaire perpétuel a initié avec la participation d'un grand nombre de personnalités que nous retrouverons à l'automne parce qu'une date a été prise qu'en octobre, il y ait un grand colloque sur la Méditerranée et sur l'offre de partage des cultures. Comme le dit par exemple Kilito pour la langue, je parle toutes les langues, mais en arabe. Merci beaucoup. Merci infiniment Eugène Ebodi d'avoir été l'invité d'Alternative. Vous êtes administrateur de la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie royale du Maroc. Merci à vous. Merci infiniment. Voilà, et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.